Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Papille, le podcast de pâtisserie qui remet le goût, l'émotion et la créativité au cœur de la discussion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et cette année pour Noël, j'ai décidé, pendant tout le mois de décembre, de vous proposer un format un peu spécial, un calendrier de l'Avent en podcast. Alors, comme tout bon calendrier de l'Avent, je vous donne rendez-vous chaque jour pour découvrir une nouvelle tradition hivernale, une histoire de dessert de Noël ou encore l'histoire de la bûche d'un pâtissier ou d'une pâtissière. Et bien sûr, plusieurs autres surprises audio à écouter tous les matins. Un seul objectif, vous faire voyager jusqu'à Noël et vous inspirer vos meilleures recettes sucrées pour les fêtes. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Léa. Comment vas-tu ? Ben, ça va très très bien. On est dans le rush des bûches de fin d'année, donc c'est une période assez excitante pour nous. Ça arrive qu'une fois par an, donc on est très content. J'imagine, oui. Alors d'ailleurs, pour tous les auditeurs et auditrices qui voudraient réécouter plutôt le premier échange qu'on avait eu, c'était maintenant il y a très longtemps, ça fait 1 an et demi, je pense. Je le mettrai en descriptif de cet épisode. Mais donc aujourd'hui, je voulais parler de ta bûche de Noël de cette année parce que tu as quand même fait une très jolie bûche. Déjà, celle de l'année dernière était très travaillée et très très stylée. Et celle de cette année aussi. Du coup, je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que tu avais pensé? Comment tu as imaginé la bûche de Noël cette année? Et ben, le point de départ, moi, pour la création d'une bûche, c'est c'est de faire une bûche qui corresponde et qui colle à un lieu. Donc ça, c'est quelque chose, c'est ce que j'avais déjà dit l'année dernière, mais j'ai pas changé. Ça me tient, quelque chose qui me tient toujours à cœur, d'avoir une bûche qui s'inscrit dans un lieu, qui reprend un peu les codes de ce lieu et qui rend hommage à ce lieu. On est content d'y évoluer toute l'année, et je trouve que d'y faire un clin d'œil à la fin de l'année pour les bûches, c'est important. Du coup, nous, l'idée de base, ça a été en septembre, les cagettes de vendange. Donc nous, on parle de hôtes des vendangeurs, hein, quand il y a des vendanges, il y a des gens qui vendangent dans les vignes, qui ramassent le raisin. Ils mettent généralement dans des paniers ou des caisses. Et après, il y a on appelle ça un ramasseur qui lui fait les allers-retours. Alors lui, il faut qu'il ait des bonnes cuisses et des bons mollets parce qu'il passe quand même de très bonnes journées. Et du coup, lui, il a une hotte sur le dos, comme le Père Noël, mais sauf qu'il a pas de barbe et pas de chapeau de Père Noël. Mais voilà, il fait les navettes et il ramasse le raisin qui est dans les paniers, qui met donc dans ses cagettes sur son dos et qui ramène au tracteur. Donc ça, il fait ça toute la journée. Donc le point de départ, c'est vraiment ce travail-là de ramassage du raisin que nous on fait toute l'année sur la propriété. Ok. Du coup, tu as pensé hôte et ça a tout de suite fait tilt. Oui, oui, exactement. Alors, c'est une idée que j'avais eue l'an dernier, mais vu que septembre, c'est déjà un peu trop tard pour créer la bûche, voilà, j'avais gardé dans un coin de ma tête pour cette année. Euh, mais oui, hôte du Père Noël, hôte des vendangeurs, le lien est vite fait pour nous, donc je me suis dit, ça serait marrant d'imaginer que le Père Noël, je sais pas, on peut dire qu'il a perdu sa hotte ou que on lui a tout simplement donné un petit coup de main, on lui a prêté nous la hotte avec les cagettes du château. Donc en fait sur le bas de la bûche on retrouve vraiment les cagettes, 2 cagettes empilées et dans lesquelles le Père Noël aurait mis son baluchon de cadeaux. Ok, donc c'était ça. Du coup, elle ressemble à ça, ta bûche. Enfin, pour les gens qui l'auraient pas vue, parce que j'avoue que j'ai vu plein de photos, mais... Ouais, c'est vraiment il y a 2 bretelles avec comme en ossature qui sont faites avec du chocolat Ok. et dessus sur ces bretelles il y a un entremets, donc il y a un trompe-l'œil en forme de cagette, donc 2 cagettes qui sont empilées les unes sur les autres avec donc le nom de la propriété de Château Tromondo. Et après par-dessus ces cagettes on a fait une coque fine en chocolat blanc. euh, qui elle donc reprend un peu l'effet d'un sac qui est noué avec un lien en pâte d'amande, euh, sur lequel le Père Noël a marqué bien évidemment le prénom des enfants pour qui sont destinés les cadeaux. Et ça, c'est personnalisable? Exactement. Alors sur la photo qu'on voit, c'est le nom de mes enfants que j'ai marqué.
J'ai eu un petit garçon récemment, donc voilà, ça me faisait plaisir aussi de marquer le prénom de mes enfants dessus. Mais oui, à la commande, tous les clients nous donnent, donc c'est soit le prénom de la famille, enfin le prénom, pardon, le nom de la famille, soit le prénom des petits enfants, et puis on peut en mettre 2, 4, 6, voilà. Bon, on n'a pas eu de cas de 20 petits prénoms, mais normalement la bûche elle est que pour 6 personnes, donc voilà, on prévoit, après on s'adapte, hein. Et c'est trop bien en plus d'avoir une bûche personnalisée, parce que du coup ça fait encore plus, tu la ramènes sur la table, mais en plus, elle est pour vous vraiment, quoi. Et ben ouais, il y a ce côté magique-là, et puis moi j'aurais rêvé, en fait je me replonge vraiment dans la magie de Noël, j'aurais rêvé petit à Noël avoir mon prénom sur la bûche, quoi. Je trouve ça juste génial, quoi. Donc je pense, alors on n'a pas eu encore les retours évidemment parce que ça sera en fin d'année, mais ça a été très bien accueilli déjà par tous les gens qui l'ont découvert, de voir qu'on pouvait la personnaliser. Et ça plaît déjà beaucoup à la commande. Les gens nous disent ah je sais pas quel prénom, attendez je réfléchis, ils nous rappellent et puis c'est vraiment voilà ils sont juste hyper contents de pouvoir faire ça. Euh, c'est un peu unique de pouvoir Ouais, avoir la bûche de Noël et puis c'est encore plus unique de pouvoir l'avoir personnalisée. ouais, carrément. Et alors au niveau des saveurs, qu'est-ce que tu as choisi comme goût pour, cette bûche? Alors les saveurs, nous c'est le cœur de notre métier, hein, de travailler les goûts, les saveurs. Mais il y a pour la bûche, il y a un exercice complètement différent que ce qu'on va faire au restaurant. Comme je le disais l'an dernier, hein, je pars du principe que autour de la table, il y a toutes les générations, il y a Mmh. des enfants, il y a les grands-parents, il y a voilà, il faut rassembler tout le monde autour de ce dessert. Donc on peut pas faire des parfums qui soient trop trop engagé. Et il faut aussi faire des parfums qui collent avec un repas de Noël, parce que généralement la bûche crème au beurre un peu lourde au Ouais. chocolat qu'on a à la fin du repas, on boude un peu, alors que le lendemain on l'adore, quoi. Parce qu'on on a un peu plus d'appétit le lendemain et que le jour même sur la bûche on n'y arrive plus, quoi. Donc là, nous, on est parti sur de la gourmandise, mais il y a quand même beaucoup d'acidité. On a un croustillant caramel à la base pour vraiment, c'est le côté gourmand, croquant ouais, c'est la gourmandise tout simplement. Et dessus, on a fait donc un biscuit cuillère qui est imbibé avec un jus de mandarine, et on fait une compotée de mandarine et d'orange confite. Dans lequel on vient rajouter même du verjus et du citron vert. Voilà. Donc là, on a vraiment cette fraîcheur, l'acidité des agrumes et l'acidité du verjus. Le verjus, c'est un produit qu'on connaît peu. C'est du jus de raisin vendangé vert OK, qu'on presse et ça fait un jus de raisin plutôt acide. Donc en fait, à l'aveugle, ça peut parfois se confondre avec du jus de citron, hein. d'accord. Ça n'a pas du tout de saveur, il n'y a pas du tout d'alcool, hein, ça n'a pas du tout le même parfum que du vin. Donc nous, on s'en sert pour acidifier beaucoup dans nos desserts à l'assiette aussi. Enfin, du coup, on acidifie, ça nous permet de désucrer nos recettes. Euh, donc il y a du verjus. Après, on a travaillé une mousse vanille parce que la vanille, ça reste le marqueur du réconfort, Mmh. de la douceur. Et tout ça, c'est enrobé dans un crème au chocolat qui lui est un peu plus riche, mais il reste très fin en fait. C'est vraiment un habillage qui va faire 3-4 mm. Donc c'est la couche qu'on voit à l'extérieur. Ça fait 3-4 mm et il est donc avec un chocolat lait qui vient du Pérou, euh, qui est à 52% de cacao. Et on a du jus de mandarine aussi dedans pour quand même garder un peu de vivacité sur les goûts et on n'a pas le gras qui nous colle au palais. Trop bien, ça a l'air délicieux. Est-ce que les goûts, de cette bûche, ça t'a paru, évident? Enfin, parce que du coup, tu disais tout à l'heure que le visuel, tu l'avais un petit peu en tête depuis l'année dernière, parce que, voilà, mais du coup, est-ce que les goûts, ça Alors, les goûts, il y a eu une rencontre, c'est beaucoup des rencontres, mais j'ai fait la connaissance d'un pépiniériste d'agrumes à une vingtaine de kilomètres d'ici. Donc, alors ça, on peut pas tout raconter dans les descriptifs des bûches, mais moi,
c'est cette rencontre-là qui m'a donné envie de travailler pour la bûche, de travailler les agrumes, parce que c'est quelqu'un qui fait lui-même toutes les greffes, tous les greffons. Donc il fait un travail. On y a passé une après-midi, c'était génial, à goûter, je sais pas, des dizaines et des dizaines et des dizaines de variétés d'agrumes différentes. Donc on a travaillé avec lui pour les oranges, pour les mandarines. Euh, et pour les citrons jaunes et citrons verts. Donc voilà, c'est l'agrume qui a été le point de départ gustatif. En plus, OK. ça a le côté quand même, l'agrume, la clémentine, la mandarine, c'est quand même très Noël. connoté Noël. Et puis après, j'ai construit autour de ces parfums-là avec la vanille et le chocolat. OK. Bah, c'est chouette en plus, du coup, c'était encore une histoire de beaux produits. Mais on essaie, et puis en fait, c'est toujours quand on va là-bas, quand on va voir des producteurs qui sont passionnés, en fait, ils nous envoûtent un peu, quoi. Et puis c'est un peu ce qu'on essaie de faire au restaurant, quoi. Quand ils viennent manger nos desserts, nos plats, on essaie un peu de les emporter un peu dans notre univers. Et c'est vrai que là-bas, on se retrouve au milieu de la pampa. Il y a rien du tout autour. Enfin, bon, après c'est la campagne, hein, moi j'adore ça, mais il y a rien autour. Il y a des serres avec il y avait un arbre, un kumquat qui avait été planté il y a 25 ans, et en fait sous serre, il était mais juste hallucinant. Il y avait des milliers et des milliers de Mmh. kumquats dessus, quoi. Les mains de Bouddha, c'était des pomélos, il y avait tout, c'était juste incroyable cette serre. Et à côté, donc il avait une autre serre où il avait tous ses greffons, et donc il nous expliquait voilà les croisements qu'il faut faire, qu'il faut pas faire, ce que lui avait essayé. Voilà, il est installé depuis une vingtaine d'années, donc ouais, quand on repart là-bas, on a envie de parler de ses produits dans nos assiettes, quoi. Et du coup, dans une jolie Et bûche. dans une bûche, ouais. Et alors après, est-ce que ça a été, long? Enfin, je veux dire, du coup, tu as trouvé cette histoire d'agrumes. Est-ce que du coup, ton idée de refaire directement, la Hotte du Père Noël, ça a été ça? Et enfin, combien d'essais à peu près, tu vois, tu as fait, enfin, vous avez fait pour en arriver à ce résultat final avec toute l'histoire qui va autour? Alors c'était un grand chemin je sais pas comment on dit, mais c'était une grosse galère. Ouais, c'était très très dur cette année parce que c'est une idée qui peut très vite mettre des cagettes, parce que nous, concrètement, c'est plus des cagettes en osier, hein, Ouais. qu'on a dans les vignes, parce que en termes d'hygiène, c'est pas possible. Les cagettes, à chaque fois qu'elles reviennent au cuvier, elles sont nettoyées et elles repartent avec un circuit d'eau fermée, mais elles sont nettoyées et elles repartent après dans les vignes. Donc en osier, c'est pas possible. Donc on est sur des cagettes plastiques. Donc en fait, on est parti un peu sur ces visuels-là. Puis on s'est très vite rendu compte que c'était très moche Mmh. de faire un entremets qui reprenait le visuel d'une cagette plastique. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'étapes. On a commencé au mois de mars, hein, OK. pour travailler sur cette bûche. Après, c'est un échange, hein, c'est presque un match de ping-pong avec la personne, entre les personnes qui travaillent au château, déjà, pour que eux soient fiers de ce qu'on fait, et puis après la personne qui nous fait les moules. Mmh. Donc on travaille avec une jeune société qui fait des impressions de moules en 3 dimensions. Et donc voilà, c'est vraiment un échange. On doit avoir je pense qu'ils me connaissent bien maintenant, du coup, mais on doit avoir, ouais, une vingtaine d'échanges ou une bonne vingtaine de croquis avant d'arriver au dessin final, quoi. Ouais, j'allais te demander d'ailleurs, est-ce que c'est toi qui fais vraiment tous ces croquis et tu te dis: «Je veux faire ça» et donc tu fais ça, enfin, tu vois? Et tu as vraiment un échange dans le mode, ils te disent, «À mon avis, il vaut mieux faire ça pour le design» et cetera? Comment ça se passe? Non, alors eux leur point de principe, c'est il faut que ça nous plaise à nous, quoi, parce qu'on est le client, Mmh. c'est notre création. Donc eux, ils interfèrent pas, à moins qu'il y ait une contrainte technique pour la réalisation du moule. Là, ils vont donner, ils vont dire: «Ah non, ça, on peut pas le faire», mais sinon, la seule limite, c'est l'imagination, quoi, hein, qu'il y a. Donc moi, je fais des croquis où je fais là, pour commencer, moi, j'ai fait des photos des hôtes qu'on avait dans les vignes. On est parti de ça. Donc je leur ai envoyé, et puis après voilà, on travaille sur ça, on modifie, on rajoute le nom qu'on veut, les dimensions, mais ouais, après ils nous envoient des croquis, moi je refais des dessins sur des détails, sur des choses qu'on veut modifier, et puis après ça passe aussi, c'est regardé par notre direction, voir que ça convienne sur la typographie. Voilà, on va jusqu'à la typographie d'écriture sur la bûche, que ça OK. corresponde vraiment à notre identité, quoi. OK, mais du coup, ça, c'est toi qui le fais, tu es pas accompagné, par exemple, par un designer, ou une Non, designeuse, non, c'est moi qui dessine. Après, après moi je fais des croquis, hein. Enfin, je dessine, je fais des croquis, et après c'est vraiment les personnes qui nous font des moules qui eux ont les compétences pour faire du dessin OK. informatisé. Ouais.
De toutes les années où tu as fait des bûches de Noël, c'est laquelle qui t'a particulièrement marquée? Celle peut-être dont l'histoire a été la plus marquante, entre toutes? Bah, celle de l'année prochaine. Tu as déjà une Heu idée? Tu as déjà repéré des oui, j'ai déjà une idée pour l'année prochaine. Après en fait, elles sont toutes différentes et bah, c'est la 4e que je fais vraiment, où c'est vraiment, voilà, où je me consacre du temps pour créer une bûche. J'en ai fait 2 à Paris et puis c'est la deuxième depuis que je suis à Saint-Émilion. Hem, Elles ont toute leur histoire, heu, il y a celle de l'année dernière sur la boîte mmh, aux lettres du Père Noël, voilà, qui a beaucoup plu parce que ben, elle a une histoire et puis tout le monde est fier dans la région d'avoir le centre de tri du Père Noël à Libourne. Mais je trouve que cette année aussi avec la haute de vendange, ben, nous on est fiers de mettre en avant un peu le côté le travail du vigneron aussi et des vendangeurs à travers la bûche. Ben, c'est toutes des histoires différentes et puis il n'y en a pas une que je ressortirai en particulier. c'est toutes des histoires différentes, mais en même temps, je trouve que c'est toutes des histoires qui sont très liées à Noël et tu vois, je trouve ça fort, comment vous avez réussi à faire en sorte que enfin, tu vois, de partir de ce point des vendanges et d'avoir le Père Noël qui se perd, et qui se dit: «Tiens, pourquoi pas changer de hotte et prendre, une hotte, qui est plus, en mode vendange». Je trouve ça assez chouette d'avoir du coup tout ce côté très féerique et ramener ça vraiment directement à une histoire de Noël. Du coup, qu'est-ce que ça représente pour toi Noël? Et du coup, comment est-ce que ça va influencer tes créations, Ben Noël, alors il y a le Noël avant de, il y a le Noël avant que je fasse de la restauration. Ouais. C'était le Noël en famille, mais même voilà, même depuis que je fais de la pâtisserie, et ça reste quand même un moment magique. On le vit différemment parce qu'on n'est pas forcément le jour J avec nos familles, mais ça reste un moment magique, quoi. Les gens qui viennent là le jour de Noël. Il y a une féerie, enfin, déjà rien que les décorations qu'il y a partout, ça nous met dans un autre univers. Donc oui, moi Noël c'est quelque chose c'est un événement très important professionnellement parce que j'adore faire la bûche. Je Mmh. trouve que c'est, je sais pas, ça me défoule un peu de faire ça. C'est complètement différent de ce qu'on peut faire le reste de l'année. Et puis en plus c'est un travail qui là on l'a commencé au mois de mars et c'est, je dirais pas qu'on fait ça sur les temps perdus, mais presque, quoi. Quand on a quelques jours un peu plus calmes, ben, tiens, on échange, on en profite, on avance sur ça. Donc en fait, ça nous occupe un peu quasiment toute l'année, sans nous mettre dans le rush. Donc ouais, moi Noël, j'adore ça. Et puis depuis que j'ai eu un petit garçon récemment, ben, maintenant Noël en famille avec les petits. Voilà, ma fille, la grande, va avoir 3 ans. Mmh. Elle a vu le Père Noël cette semaine au marché de Noël. Voilà, c'est quelque chose d'incroyable, quoi. Donc ouais, il y a vraiment une magie qui se rajoute. Ouais, c'est clair, quand il y a des enfants, tu retrouves la magie de en fait, le Père Noël est là et Ouais, il existe vraiment en fait, quoi. Donc nous, on fait attention maintenant de plus faire de gaffe, mais c'est vrai que faut, faut surveiller ce qu'on dit, quoi. Après, il y a un autre élément sur j'y pense, je l'ai pas évoqué, mais sur la création de la bûche, il y a, comment dire, il y a des couleurs qui évoquent aussi Noël, je trouve. ouais. Euh, le, le rouge, ce rouge du baluchon du Père Noël, de la veste du Père Mmh. Noël, ben, j'ai l'impression qu'on peut le mettre n'importe quand, à n'importe quel moment de l'année. Quand on le voit, si on raconte un peu, ben, ça peut Ouais, c'est vite nous clair. faire penser à Noël, quoi. Donc nous, le baluchon dessus, coloré en rouge, c'est vrai que voilà, c'est peut-être ça qui fait qu'on bascule entre la haute de Vendangeur et qui bascule à la haute du Père Noël. Oui, c'est ça, mais après c'est toute l'histoire. Enfin, je trouve en fait quand tu as une histoire autour de la bûche, forcément ça te transporte un petit peu, dans autre chose, quoi. D'ailleurs, tu as dit que, tu aimais beaucoup créer la bûche parce que c'était un tu vois, un travail, bah, du coup finalement qui s'étend, sur, plusieurs mois et cetera. Est-ce que tu trouves que du coup toi ça développe ta créativité un petit peu de se dire, «Beh, c'est un gros événement, il y a» enfin, il y a pas de l'enjeu, mais tu vois, il y a tout un univers derrière et du coup ta création, doit s'inscrire dans cet univers-là. Est-ce que ça, toi, ça t'inspire, particulièrement? Je sais pas, j'ai pas, je suis pas encore prêt à faire ma psychanalyse, mais non, je sais pas trop. C'est quelque chose, oui, qu'on fait presque naturellement en fait, parce que ça nous plaît. Donc en fait, c'est facile à faire, quoi. C'est même pas une contrainte. C'est un travail de création qui se fait naturellement.
on en parle avec les équipes. Après, c'est vrai qu'on regarde un peu ce que font les autres pâtissiers parce que moi, j'ai vu des bûches cette année qui sont juste magnifiques, quoi. Mm. C'est vraiment incroyable. On prend beaucoup de plaisir à regarder aussi ce que font les autres et puis à se dire, ah ouais, c'est chouette, c'est une super idée. Voilà, je suis très content de voir les autres bûches de Noël. Si je pouvais toutes les acheter, je le ferais. Mais à Saint-Émilion, on n'en a pas beaucoup, donc non, c'est vraiment un moment que j'aime bien et la créativité vient toute seule. Il n'y a pas vraiment je force pas vraiment sur la créativité pour travailler la bûche, quoi. Non, parce que comme tu me disais, ça me défoule. Genre, c'est un petit peu le Ouais. truc où je me dis: «Bon, bah, voilà, je peux je peux Mais m'exprimer, quoi». c'est vraiment c'est un gâteau qu'on fait qu'une seule fois par an, Ouais. quoi. Alors je sais pas, et puis c'est un visuel qu'on ne peut faire Mmh. à aucun autre moment de l'année que pour Noël, quoi. Donc ouais, il y a un côté un peu, on n'a pas de limite en fait, quoi. Il y a aucune limite, quoi. On est au restaurant, on essaie de faire attention, enfin on fait attention au côté éphémère forcément des desserts, à ce côté, c'est cette magie de l'éphémère, hein, en fait, en quelque sorte. Et puis là, on réfléchit complètement différemment, quoi. On fait attention à la magie du moment de Noël qui soit le même, que cette magie-là soit la même, en tout cas avec le dessert dans toutes les maisons où ils vont trouver notre bûche, quoi. Oui, c'est ça, qu'il y ait vraiment le côté waouh quand la bûche arrive et que, bah, ce soit féerique. Faut espérer, ouais. Faut espérer. Et alors, si on veut se procurer ta bûche cette année, comment ça se passe? Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'appeler ou d'envoyer un mail au château Trollmondo à Saint-Émilion. Donc c'est le restaurant Les Belles Perdrix, mais vous appelez ou vous envoyez un mail à n'importe quel téléphone que vous trouvez ou n'importe quel mail, tout sera redirigé donc pour la commande de la bûche et puis de commander sa bûche. Elle est soit en retrait donc à Saint-Émilion jusqu'au 24 décembre. OK. Donc à partir d'aujourd'hui, on a déjà vendu la semaine dernière la première bûche, hein, donc on en a qui étaient pas en retard, qui voulaient absolument la manger ce week-end, donc ils l'ont prise la semaine dernière. Soit c'est à Saint-Émilion en retrait, soit sinon après le 23 décembre, l'après-midi, on a une livraison qui se fait à Paris. OK. Donc voilà, on a déjà pas mal de ventes à Paris, on est super content. On l'avait fait l'année dernière, on était un petit peu moins bien organisé, mais cette année, voilà, c'est la deuxième année, donc on apprend et on a déjà beaucoup de commandes. Donc voilà, c'est possible de la retirer à Paris le 23 décembre l'après-midi et également le 24 décembre le matin à Bordeaux. OK. Donc voilà, pour les gens qui peuvent pas se déplacer à cause du travail, on aura un point de retrait à Bordeaux le 24. Trop bien. Donc à Libourne quand on veut. À Libourne quand on veut, à Saint-Émilion quand Oui, on veut, Saint-Émilion, pardon. à Bordeaux et puis après à Paris le 23 décembre. Très, très chouette. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Qu'est-ce que toi, on peut te souhaiter pour l'année prochaine? Pour cette année, de passer de belles fêtes. Je pense Oui. que moi j'ai envie de passer de belles fêtes et puis que tout le monde passe de très belles fêtes, profite de la magie de Noël et puis de la magie des fêtes de fin d'année. Et puis pour l'année prochaine, moi je suis à fond dans le projet du restaurant Les Belles Perdrix avec le chef David Charrier. Voilà, je m'entends très bien avec lui. On a un restaurant qui fonctionne très bien. On a beaucoup de monde, on est très content et puis on espère continuer à mettre en lumière notre établissement sur les prochaines années. Bah, félicitations et puis, on a aussi hâte de voir du coup la bûche, 2023 puisque si tu as déjà une idée, moi j'ai hâte de voir comment ça va se concrétiser. Ouais, mais va falloir être patient quand même. Oui, bien sûr, oui. Non, mais on fera une série, une série Netflix pour lancer la bûche. Non, c'est pas vrai. Ça pourrait être très drôle, hein. Justement, tu racontes toute l'histoire du début à la fin, entre Ouais, et les c'est vrai vendanges. il y a un côté. En fait, il y a une évolution de dingue. La première fois que j'ai reçu le premier visuel de la bûche, après avoir envoyé des photos et des dessins que j'avais fait, en fait, j'ai pris peur. Je me suis dit, waouh, parce que c'était pas du tout ce que j'avais en tête, c'est Ah pas ouais. du tout ce que j'avais imaginé. Du coup, en fait, pour me rassurer, je suis allé voir les visuels que j'avais eu de l'année d'avant, de la bûche. Et je me suis dit, et donc je regardais les dates et tout, et puis on était au mois d'avril, c'était les mêmes dates. Et puis en fait, j'ai regardé les premiers visuels de la bûche de la boîte aux lettres, et je me suis dit, ouais, quand je vois ce qu'on a fait, bon, mais ça a rien à voir, quoi. Ça avait rien à voir. Et donc là, c'est pareil. Quand j'ai reçu les premiers visuels,
alors ça, déjà, je me suis assis parce que ça m'a fait un peu peur. Et je me suis dit, bon, en fait, j'étais partagé en me dire, c'est pas du tout la bonne idée que j'ai eue, il faut abandonner et puis changer d'idée. Et puis partagé en me dire, voilà, en fait, non, peut-être que voilà, c'est juste que l'information n'a pas été comprise ou voilà, l'histoire n'est pas passée, mais il faut continuer. Et donc c'est vrai que depuis le mois d'avril, il y a une évolution sur si on devait retracer un peu tous les échanges qu'on a eus et toutes les réflexions qu'il y a eu. Suivre ça sur une année, c'est génial, quoi. Ouais, ce serait incroyable, tu vois, d'être vraiment dans ce processus créatif, du coup qui va plus loin et qui est vraiment, en fait, entre le tout début où tu as l'idée et tu dis: «Bon, bah, voilà, c'est ça mon point de départ» et genre le final. Parce que je pense que même, finalement, une fois que tu as le résultat, tu oublies un petit peu tout ce qui s'est passé jusqu'avant, tu vois? Et donc c'est vrai que ça serait très intéressant, franchement, un bon format à garder, hein. C'est un peu comme quand on a des enfants et qu'ils nous font un câlin, on oublie tous les pleurs qu'il y a eu avant, c'est pareil. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup, puis vraiment félicitations pour cette bûche, et puis si vous voulez la commander, je mettrai aussi tout le reste des informations dans la description de cet épisode, notamment l'adresse mail et cetera pour, Avec plaisir. Ça a bien démarré, on est très contents, mais il en reste encore, donc avec plaisir. Il y a une quantité limitée? Oui, on est logistiquement, on peut pas en produire, comme, on n'est pas une usine, c'est tout artisanal, donc voilà, il y a des pièces en chocolat forcément à produire, donc oui, il y a une quantité limitée. Donc on n'en est pas loin, mais il en reste encore, donc voilà. Ma question m'est revenue. Avec quoi comment tu conseilles de la déguster? Est-ce qu'il y a un bon vin de Saint-Émilion qui irait bien avec cette bûche? Est-ce que tu l'as pensé comme ça? La question piège. Si, là, pour la dégustation, je suis pas sûr qu'un vin de Saint-Émilion sur le dessert avec les agrumes matche très bien, mais plutôt un champagne, quoi, voilà, pour finir le repas avec des bulles. Je pense que ça passera mieux que le Saint-Émilion. Faut le garder pour le poisson, pour la viande, parce que ça marche très bien aussi sur les poissons. Mais voilà, plutôt des bulles pour le dessert. En tout cas, pour ce dessert-là, avec les agrumes et l'acidité qu'il y a, je partirai un peu plus sur des bulles. Ah super, merci beaucoup. Par contre, la bouteille de champagne n'est pas livrée avec la bûche. Oui. Faut faire préciser quand même. Oui, non, quand même, j'imagine qu'on s'en doute. Tout le monde peut choisir son champagne. Exactement. C'est pour permettre ça, d'ailleurs. Merci beaucoup. C'était passionnant et puis vraiment bravo pour cette bûche. Je te le redis, je trouve qu'elle est super. Merci beaucoup, Léa. À bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez une idée, une envie, une question ou tout simplement envie de discuter, rendez-vous sur mon compte Instagram @learvrd. Il se pourrait même que d'autres petites surprises s'y cachent pendant ce mois de décembre. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent et à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laisser un commentaire délicieux. Et moi je vous dis à demain pour découvrir une nouvelle capsule audio. Joyeux Noël!